Bonjour à tous et bienvenue à cette 15e conférence de la semaine de l'installation et de la transmission. 15e conférence qui se nomme « Transmettre sa ferme laitière, c'est possible, dépassons les préjugés ». Donc bienvenue pour cette semaine de l'installation-transmission qui se clôture ce soir avec un programme que nous avons proposé aux porteurs de projets en recherche d'exploitation mais aussi aux agriculteurs qui sont en réflexion sur la transmission. Donc avec un ensemble de webconférences mais aussi avec des offres de cédants, des candidatures de porteurs de projets. Vous avez dû pouvoir y avoir accès dans le cadre de votre démarche d'inscription. Et puis tout un tas de webinaires, notamment de la MSA, du GDS et de petites webconférences qui vous ont été envoyées par lien et qu'on peut continuer à vous envoyer. Donc je vous rappelle que cet événement est organisé par la Chambre d'agriculture de Bretagne avec l'ensemble des partenaires du réseau de transmission qui apparaissent à l'écran. Un ensemble de réseaux, d'experts qui, chacun dans son cœur de métier, est là pour vous aider à vous installer et à transmettre dans les meilleures conditions. Je vous rappelle effectivement que nous vous avons proposé au cours de cette semaine 15 webconférences. Donc nous sommes sur la dernière aujourd'hui. Je voulais simplement vous dire que ces visioconférences, elles seront disponibles en replay et qu'on vous enverra les liens sous une dizaine de jours. Et vous pourrez effectivement... pour ceux qui n'ont pas pu assister à certaines ou qui ont perdu une partie des informations, pourront les voir en replay. Donc effectivement, des témoignages, notamment pour les futurs cédants que ça intéresse, des témoignages également de porteurs de projets qui sont en recherche, mais également d'autres vidéos. Je vous rappelle que ces informations elles sont disponibles également sur les sites pour les porteurs de projets Je me lance en agriculture ou sur les sites de la transmission, transmissionenagriculture.com. avec un guide de la transmission également qui est disponible sur demande. Donc voilà, ce 15e webinaire, transmettre sa ferme laitière, c'est possible, dépassons les préjugés. Alors je vais me présenter, je suis Marie-Isabelle Lebars, chef du service installation-transmission pour les chambres d'agriculture de Bretagne. Donc je suis en charge de l'animation de ce webinaire qui se clôturera au plus tard à 16h30. Et l'objet de cette webconférence, c'est la présentation de 2 études par Juliette Blanchot qui va se présenter autour d'un programme « Encourager l'installation-transmission en production laitière en agriculture durable en Bretagne » avec zoom sur 2 études. Une étude qui a été menée auprès des futurs cédants sur la perception de la transmissibilité de leur ferme laitière et une autre sur l'analyse des freins auprès des personnes non issues du milieu agricole sur ces questions d'élevage bovin-lait. Donc Juliette va présenter ces études. Et puis, on va avoir un témoignage ou une réaction de Cyril Herbert, un jeune agriculteur installé justement en bovin-lait orcade familial, qui pourra réagir effectivement et puis témoigner sur ces études. Et nous garderons un temps d'échange, donc n'hésitez pas au fil de la conférence de remonter vos questions ou vos réactions. On gardera un temps d'échange du coup en fin de webinaire. Je vous rappelle le numéro qui s'affichera tout au long de la conférence en bas de l'écran, 06 31 36 11 86. Donc voilà pour le programme. Juliette, je te laisse le micro. Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Juliette Blanchot, je suis animatrice pour le CIVAM 35 installation transmission. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, CIVAM c'est Centre d'initiative et de valorisation de l'agriculture et du milieu rural, plusieurs groupes en Bretagne. Et donc on est un réseau de paysans, d'acteurs ruraux et de citoyens qui sont réunis pour accompagner les personnes dans la création d'activités agricoles et rurales et pour accompagner les futurs cédants dans la transmission de leur ferme. Donc il faut savoir que sont adhérents au CIVAM 35, Accueil Paysan, Adage, Agrobio 35, Brin d'Herbe, Culture Bio et Manger Bio. Donc voilà, donc c'est un accompagnement en réseau. Avant de vous présenter les études qu'on a menées, je vais vous présenter, vous avez sûrement en tête ces différents chiffres, mais je vais vous les représenter rapidement pour vous dire pourquoi on a décidé de mener ces 2 études autour de la filière laitière. Donc en France et en Bretagne, vous le savez, il y a 50% des agriculteurs qui ont plus de 50 ans et près de 60% n'ont pas de repreneur identifié. En 2019, en Bretagne, on observe à peu près 2200 cessations d'activité, une installation pour 3 départs et donc ça représente 485 installations aidées et on a 906 porteurs de projets inscrits au RDI pour 379 exploitations proposées. Donc cette dernière donnée nous fait faire l'hypothèse que une partie des futurs retraités pensent leur ferme non transmissible et ne démarrent pas les démarches de transmission.
Voilà. L'autre partie des données concerne la partie installation. Donc, si on regarde en 2017, voilà, j'avais pas forcément les chiffres plus récents, on a 64% des personnes qui se présentent au point accueil installation qui sont en Ille-et-Vilaine, qui sont des personnes non issues du milieu agricole. Et après, par contre, on a 37% des installations aidées de moins de 40 ans qui sont hors cadre familial en Bretagne et 31% qui sont non issus du milieu agricole. Donc il y a un peu une inversion des chiffres, alors que quand même en Bretagne, globalement, on observe une diminution des reprises dans le cadre familial. Nous, on se dit que voilà, si on veut assurer le renouvellement des générations en agriculture, il faut que ça passe par ces personnes non issues du milieu agricole. Donc peut-être par raccourci de langage, j'appellerai NIMA au cours de la présentation, mais en tout cas, ça veut dire non issus du milieu agricole. Et la problématique qu'on observe, c'est que la plupart des personnes non issues du milieu agricole n'ont pas de projet en élevage, mais plutôt en maraîchage, voire en petit élevage, mais très peu en bovin-lait. Ça correspond. C'était des personnes au point accueil installation en 2017, des personnes non issues du milieu agricole. Donc juste rapidement le cadre du projet, donc c'était voilà, le projet qui est sur 3 ans, qui va se terminer en début d'année prochaine, encourager l'installation, transmission en production laitière en agriculture durable en Bretagne. L'idée c'est de s'intéresser à ces deux questionnements, de se dire que d'un côté on a de plus en plus de cédants qui arrivent en âge de transmettre, une majorité avec des fermes laitières, et de l'autre côté de plus en plus de personnes non issues du milieu agricole qui arrivent avec des projets de maraîchage ou de production végétale, voire petit élevage. Et du coup, c'est comment on va réussir à faire coïncider cette offre et cette demande. Voilà. Donc, pour ça, on s'est dit qu'il fallait d'abord qu'on ait une phase d'état des lieux pour comprendre pourquoi il y avait peu de cédants, enfin, pourquoi tous les cédants ne se lançaient pas dans les démarches de transmission et pourquoi les personnes non issues du milieu agricole ne s'intéressaient pas à l'élevage bovin-lait. C'est un projet qui est en partenariat avec l'ADAGE et Agrobio et soutenu par la région Bretagne, le conseil départemental et Tribala. Donc je vais commencer par vous présenter l'étude qui s'intéresse aux facteurs en fait, qui est d'aller regarder comment les cédants qu'est-ce que les cédants regardent pour se dire leur ferme est transmissible ou pas. Quels sont les différents facteurs qui vont intervenir dans la perception qu'a le cédant des fermes laitières, parce qu'on pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent dans la littérature autour des freins à la transmission. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé spécifiquement à la question de la transmissibilité. Donc voilà, l'objet de l'étude, je l'ai dit, identifier les éléments auxquels le cédant va s'intéresser pour se dire oui, ma ferme est transmissible, non, elle ne l'est pas. Et donc, comme c'était une première étude qu'on partait, voilà, il fallait qu'on puisse faire des hypothèses. On a décidé de faire une étude qualitative. Donc, on a fait 12 entretiens qui ont été très vastes sur les thématiques abordées, voilà, et puis sur les profils des personnes enquêtées. On s'est intéressé aux fermes bovin-lait de 60 hectares maximum, en se disant que c'était les petites à moyennes fermes. Et voilà. Et ce qu'il faut préciser, c'était que c'était vraiment une étude sur les représentations. Donc, c'est ce que pensent les cédants qu'on a interviewés. On n'est pas sur du quantitatif de dire si, par exemple, à tel niveau de capital, la ferme est transmissible ou pas. C'est l'impression qu'ont les cédants de ce qui va être une ferme transmissible ou pas. On est bien sur des représentations. Donc là, ce schéma présente en fait les résultats principaux de l'étude. Donc, c'est comment le cédant construit sa vision de la transmissibilité de sa ferme, qu'est-ce qu'il va aller regarder. Donc en fait, ça va se construire à partir de 4 gros paquets d'éléments. En fait, le cédant, pour se dire ma ferme est transmissible ou pas, il va aller regarder des éléments qui concernent les caractéristiques techniques de sa ferme, des éléments qui concernent plus la vision qu'il a du métier, des éléments qui concernent un peu sa perception qu'il a du territoire, et puis des éléments concernant le repreneur et la vision qu'il en a. Après, il faut voir que cette vision qu'il a sur ces éléments-là, elle va être influencée par l'histoire du cédant, sa vie personnelle, sa capacité à se projeter, son parcours d'installation, son implication dans le réseau. Voilà, donc ce que je vais faire là maintenant, c'est vous présenter un petit peu plus dans le détail qu'est-ce qu'on entend par sa perception de la ferme, sa vision du métier, sa perception du territoire et puis les représentations qu'il a envers le repreneur. Donc du coup, la première chose, c'est que les cédants, ils vont aller regarder des éléments qui concernent la ferme pour se dire ma ferme est transmissible ou pas. Donc un des éléments qui va être important à regarder, que ce soit en positif ou en négatif pour la transmissibilité, ça va être le capital.
Alors là, c'est plutôt le fait pour les cédants, l'impression générale, c'est de se dire que moins on a de capital, plus la ferme va être facilement reprenable, donc transmissible. La ferme est fonctionnelle, là aussi, ça va être un élément plutôt positif pour la transmissibilité de la ferme. Voilà. Un autre élément important dans les caractéristiques de la ferme, que va regarder le cédant, ça va être sa maîtrise du foncier. Donc la maîtrise du foncier au sens large, c'est-à-dire que ça va être soit d'être propriétaire à 100% ou d'avoir des bonnes relations avec les propriétaires. Ça va être un élément positif par rapport à la transmissibilité, à la perception qu'il va avoir de la transmissibilité de sa ferme. Il va se dire, avec ces éléments-là, oui, ma ferme potentiellement peut être transmissible. Mais c'est pas suffisant. C'est pas parce qu'on se dit qu'on a la maîtrise du foncier que ça va être facile de transmettre. Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Un autre élément qui est un peu plus annexe, ça va être la localisation, qui peut intervenir aussi dans la réflexion du cédant, en se disant et de façon plus ou moins négative, enfin positive ou négative, que voilà, pour certains, ça va être une opportunité d'être à proximité d'un bourg ou d'une grande ville, et pour d'autres, ça va être plutôt perçu négativement par rapport à la pression foncière. Donc, d'autres éléments concernent aussi la vision cédant, la perception qu'a le cédant du métier. Alors, donc ça va être un élément qui va regarder, suivant les personnes, ça va être perçu positivement ou négativement pour la transmissibilité de la ferme. Mais ce qui est important, c'est de se dire que c'est un élément qui rentre en compte pour le cédant. Donc pour certains, voilà, il y en a certains qui caractérisent leur métier comme un métier dur et prenant, et du coup ça va pas les encourager à se dire que leur ferme est transmissible. Et à l'inverse, d'autres qui se disent quand même, on a eu une belle carrière, on a été dehors tout le temps, donc on a envie que d'autres en profitent. Un autre élément plus autour du métier, ça va être le métier d'éleveur et son avenir. En fait, globalement, c'est plutôt perçu assez négativement, dans le sens où voilà, les prix sont plutôt en baisse, il n'y a pas de politique publique à ce sujet-là, et du coup on se dit est-ce qu'on a envie que des personnes reprennent ce type d'activité? Donc ça va être plutôt perçu négativement. Le contexte aussi, lié notamment au lait aussi, c'est que voilà, les cédants ont l'impression, alors je dis bien que c'est une impression, que par exemple les laiteries vont pas suivre les repreneurs. Enfin, pour certains en tout cas. Et donc, du coup, ça va être un facteur plutôt négatif. Voilà. Ensuite, l'avenir des petites à moyennes fermes. On a souvent, la plupart des cédants sont conscients, observent l'évolution du monde agricole et notamment la création de grosses structures collectives. Ils sont un peu sceptiques, mais ils se disent qu'en gros, ça en est fini pour leurs petites à moyennes fermes, que voilà, l'évolution fait que ça va être que les petites à moyennes fermes n'ont pas forcément d'avenir. Voilà. Et puis enfin, un élément plus peut-être politique, c'est le fait de se considérer comme petit éleveur. On a envie que pour certains, c'est un élément fort qui va peut-être les encourager à se dire leur ferme est transmissible, c'est de se dire on a bien vécu comme ça, on est des petits éleveurs et les petites fermes peuvent continuer à fonctionner. Donc ça va être un élément positif. Un autre aspect, ça va être leur vision qu'ils ont des repreneurs, qui va les influencer positivement ou négativement. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est ressorti des entretiens, c'est que les cédants, ils expriment quand même une responsabilité par rapport aux repreneurs. Ils n'ont pas envie de les mettre en difficulté. Et donc, vu le contexte du lait et tout ça, ça peut être quelque chose qui ne va pas les encourager à transmettre. Voilà. Après, un élément qui peut être perçu négativement, c'est qu'ils ont l'impression que le nombre de repreneurs est insuffisant et qu'il va y avoir beaucoup de fermes sur le marché. Donc c'est un élément assez négatif, voilà. Mais pour autant, ils se disent certains, en tout cas, en voyant ça, se disent en voyant l'évolution aussi du profil des repreneurs et que peut-être il y en a de plus en plus qui vont être intéressés par les petites à moyennes fermes, ils voient cela comme peut-être une opportunité pour eux, pour leurs petites à moyennes fermes. Voilà. Mais ce qu'on observe, c'est que cette ouverture, elle va être plus difficile, notamment pour les personnes qui sont pas en contact avec des repreneurs, notamment non issus du milieu agricole. Et puis un dernier élément qui va être assez fort aussi, ça va être la perception qu'ils ont du territoire, de leur territoire proche. Donc si le territoire est riche au niveau agricole, que les sols sont plutôt bons et tout ça, ça va plutôt encourager le cédant à se dire oui, ça peut être repris, ça peut être transmissible. Voilà, donc ça c'est un des éléments par rapport aux caractéristiques plus géographiques et pédoclimatiques. Et un autre élément par rapport au territoire, ça va être si
enfin voilà, de regarder les dynamiques d'installation et de transmission autour. C'est vrai que si sur le territoire on a plutôt des agrandissements, que les petites à moyennes fermes voilà sont reprises pour des agrandissements, ça va pas encourager les cédants à transmettre, ou à l'inverse peut-être certains à se dire mais si on peut y arriver, mais voilà, mais globalement ça va plutôt être un élément qui va être plutôt négatif. Mais à l'inverse, si un territoire où les transmissions et les installations sont dynamiques, bah, on va se dire bah oui, bah pourquoi pas la mienne, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu le constat. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que donc ça c'est les éléments qu'il va regarder, et ce qui est intéressant, c'est que bah voilà. En fait, si globalement la synthèse d'avoir regardé tous ces éléments pour le cédant, c'est de se dire bah oui, si je pense que ma ferme est transmissible, c'est là qu'il va démarrer les démarches d'installation. Donc nous, on pense qu'il y a vraiment un levier à cet endroit-là de faire évoluer aussi la perception qu'a le cédant de la transmissibilité de sa ferme, et que on peut le faire évoluer, et lui peut évoluer lui-même par les rencontres et par ses expériences, et ça va l'amener à se dire bah peut-être ma ferme est transmissible, et à démarrer les démarches de transmission. Donc surtout, cette vision n'est pas figée, elle peut vraiment évoluer. Alors juste pour terminer sur cette étude, la dernière diapo concernant cette étude, elle concerne en fait comment ça se fait qu'on en arrive là. Pourquoi, qui influence le cédant en fait sur cette partie de transmissibilité. Donc je ne vais pas tout détailler. Donc on l'a dit tout à l'heure, il y a le cédant, il y a sa propre histoire, comment il perçoit les choses, bien sûr, etc. Mais aussi autour du cédant, il y a beaucoup d'acteurs qui vont eux-mêmes avoir une influence et qui ont eux-mêmes leur propre représentation de ce qu'est une ferme transmissible ou pas. Donc je vais pas, la famille, on n'en parle pas forcément, les voisins, les agriculteurs, etc. Donc là, ils ont une influence, notamment par rapport à la perception du territoire que va avoir le cédant. Les repreneurs potentiels, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que si dans l'entourage du cédant, il y a des personnes en cours d'installation ou des personnes non issues du milieu agricole qui commencent à s'intéresser à l'agriculture, et tout ça, ça peut être des éléments qui vont encourager le cédant à se dire que peut-être sa ferme pourrait être reprise par quelqu'un non issu du milieu agricole ou un repreneur autre. Mais en tout cas, ça va lui permettre de rencontrer ces personnes, ces porteurs de projets, et peut-être de se projeter peut-être dans une reprise par des porteurs de projets. Les propriétaires qui ont eux-mêmes leur représentation, et c'est vrai que eux, c'est vraiment quand même des acteurs clés dans l'écosystème là autour du cédant, parce que voilà, ils ont quand même un gros poids, vu que voilà, la maîtrise du foncier est quand même très importante dans ce que disent les cédants. Le réseau, les groupes de pairs, donc ça va être les groupes d'agriculteurs, mais là on se place plutôt à une échelle départementale, par exemple quand les personnes sortent de leur territoire pour aller dans des groupes d'agriculteurs, des groupes d'échange technique, et là ça va être plutôt des acteurs qui vont avoir un rôle plutôt positif, parce que ça va permettre de l'échange entre cédants, d'avoir accès à d'autres expériences d'installation, de transmission, éventuellement de rencontrer des porteurs de projets. Et puis le dernier acteur qui est très important, c'est les professionnels para-agricoles, donc ça va être les banques, les centres de gestion et de ça, qui ont vraiment une influence peut-être même plus forte qu'ils ne le pensent sur les cédants. Donc je ne vais pas vous faire de citation, mais c'est vrai qu'on voit bien l'influence des centres comptables, notamment, mais même des banques et tout ça, et des laiteries, juste dans leur discours, et peut-être ils placent quelques mots comme ça, et ça va résonner quand même pas mal dans l'oreille des cédants. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que je sens que sinon on va dépasser le timing. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que voilà, il y a le cédant, il a sa propre image de la transmissibilité de sa ferme parce qu'il regarde différents éléments. C'est pas figé, ça peut évoluer. Il est influencé, même si peut-être ça fait pas plaisir de se dire qu'on est influencé, mais en tout cas, il est sensible au discours de ces acteurs-là dans sa construction de la vision qu'il a de la transmissibilité de sa ferme. Et donc, on a tous un rôle à jouer là pour faire évoluer un peu ces représentations sur ce qu'est une ferme transmissible. Voilà. Merci Juliette. Écoute, on est dans les temps, on peut prendre une ou deux questions. Je voulais juste compléter en disant que oui, toute ferme est transmissible, la posture du cédant, elle est déterminante, rien n'est écrit. Et je vous renvoie vers notamment une webconférence qui sera visible maintenant en replay, qui est la webconférence numéro 5, qui était justement les pistes pour améliorer sa transmissibilité. Donc il y a eu pas mal d'éléments et d'interventions autour de ce sujet-là. C'est aussi pour ça qu'on fait un événement comme aujourd'hui. C'est aussi de la communication.
Donc voilà, important aussi, et puis de voir aussi des exemples d'installation. Hein. Je n'ai pas donné les chiffres d'installation, mais ils sont aussi disponibles dans le cadre de cette semaine de l'installation-transmission. On a des installations sur des petits fonciers, sur des petites fermes. Ce qui compte effectivement, c'est la cohérence du projet, l'équilibre, la recherche de valeur ajoutée. Mais effectivement, toute ferme est transmissible. Ça se réfléchit, c'est de la stratégie. Donc, alors j'ai 2 questions, Juliette. Tu as parlé de 12 personnes qui ont été interrogées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'échantillonnage de cette étude? Donc, comme je disais, on a été chercher le plus large possible pour vraiment récolter toutes les données qualitatives, vraiment avoir un panel très large. Au niveau de la répartition géographique, donc on était sur le département d'Ille-et-Vilaine, mais voilà, on a été sur tout le département, dans toutes les zones du département. Le foncier, donc s'il y avait une maîtrise ou pas du foncier, propriété, fermage ou mixte. L'implication ou pas dans les réseaux agricoles. Le stade d'avancement par rapport à la retraite et à la réflexion, voilà, il y a des gens qui pensaient déjà à leur ferme transmissible, d'autres non. Enfin voilà, il y avait des gens qui étaient plus avancés dans la transmission, d'autres qui étaient vraiment en tout démarrage ou qui n'avaient pas encore pensé. Et puis dans le mode de conduite, on est allé voir aussi bien des gens en agriculture conventionnelle, en agriculture durable, en agriculture biologique. Il y avait quelques critères secondaires comme la diversification des productions et le mode de commercialisation. Voilà. Merci Juliette. J'ai une autre question, c'est quelles sont les pistes opérationnelles, les conclusions opérationnelles de cette étude? Alors c'est vrai que nous, du coup, ça nous a guidé cette étude pour améliorer, pour avancer dans notre accompagnement. Deux éléments, ça nous a, les éléments principaux, ça a été d'une part d'investir ce champ un peu de la sensibilisation à la transmissibilité en allant d'une part en direct rencontrer les cédants sur des territoires donnés. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait en allant directement chez les cédants en porte à porte. Donc ça fait un peu commercial, mais voilà, on va discuter de transmission avec des personnes, des agriculteurs sur des territoires. En se disant que peut-être qu'il faut qu'on aille voir les gens directement pour en discuter. Et puis, deuxième élément, ça a été tout un travail qu'on a démarré auprès des professionnels para-agricoles de terrain. Donc, on fait partie du réseau transmission, on participe aux réunions et tout ça. Et là, on a décidé vraiment d'aller, de jouer ce rôle du réseau transmission, mais vraiment à l'échelle très locale. Donc, ça veut dire qu'à l'échelle d'un bassin versant, on organise des rencontres territoriales, on rencontre vraiment les chargés de clientèle agricole, au niveau des banques, par exemple, ou les comptables, les personnes qui travaillent dans les centres de gestion pour les sensibiliser à la question et leur faire sentir qu'ils ont un rôle à jouer eux-mêmes en tant que parce que eux ils sont en contact tous les jours avec des futurs cédants et que au-delà de leurs compétences, de ce qu'ils amènent professionnellement sur la transmission autour du patrimoine, de la fiscalité, ils peuvent avoir une approche plus globale de sensibilisation à la transmission. Merci Juliette. On va passer à la seconde étude. Alors juste en conclusion, en synthèse, toute ferme est transmissible, la posture est déterminante. Il y a des outils qui existent aussi pour vous accompagner dans cette démarche stratégique. Je pense aussi à l'audit de transmission. Il y a tout un réseau qui est là aussi, comme le disait Juliette, pour vous aider aussi à améliorer cette transmissibilité. Je pense, puisqu'on est là autour de la question du lait, il y a évidemment le lien foncier, il y a la cohérence du parcellaire. Il y a des possibilités d'aménagement parcellaire. Enfin, il y a tout un tas de pistes qui sont possibles pour réfléchir à améliorer la transmissibilité de sa ferme. Rien n'est écrit. On est là aussi pour le partager aujourd'hui. On va donc passer à la deuxième étude. Je te laisse la main, Juliette, pour cette deuxième étude. Donc la deuxième étude, elle porte sur les porteurs de projets, les porteurs et les porteuses de projets non issus du milieu agricole. Donc, comme je le disais en introduction, on en a très peu qui s'intéressent spontanément à l'élevage bovin-lait, alors que ça va être c'est quand même la majorité des fermes à transmettre. Donc, on avait envie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui faisait que ça rentrait même pas dans leur champ des possibles. En fait, c'est même pas qu'ils se sont posé la question ou pas, c'est que la question a été évacuée même sans être réfléchie. Donc, pour ça, on a essayé de comprendre
qu'est-ce qui allait motiver leur choix de production agricole, comment ils allaient construire ce choix-là. Donc ça a été mené pareil en 2018 sur un stage 6 mois. C'est une étude pareil qualitative. Avec voilà une douzaine d'entretiens donc auprès de porteurs de projets non issus du milieu agricole. Là, on est vraiment spécifiquement sur le public non issu du milieu agricole. L'idée, c'était d'aller, voilà, pareil comme pour l'autre étude, hein, comme c'était une première étude, on avait besoin de formuler des hypothèses et voilà, pour formuler ces hypothèses, il fallait qu'on aille toucher à différentes thématiques, donc de façon très large. Donc on a vu des gens, enfin voilà, un panel diversifié, en tout cas de production et de stade d'avancement dans le projet. Donc on a aussi bien été voir des personnes, donc toujours des non issus du milieu agricole, mais certaines qui étaient installées en lait, certaines qui étaient en projet d'installation en maraîchage, certaines qui avaient fait la transition, qui a été passée par la case maraîchage et en fait s'était dit ah ben non, je vais faire mon projet en lait. Enfin voilà, on a été très large là-dessus. Et donc, comme je disais, comme la première étude, c'est une étude toujours sur les représentations. Donc, on est sur ce que pensent les porteurs de projets. C'est pas la vérité absolue. Peut-être qu'il y a des choses qui sont vraies, mais qui a la vérité? Mais voilà, on est vraiment sur une étude de représentation. Donc, juste pour commencer, avant d'aller dans les résultats de l'étude, une petite des éléments un peu de définition. Enfin, voilà, si on peut les définir. Donc, qui sont les porteurs et les porteuses de projets NIMA? Donc, les non issus du milieu agricole, par définition, ont des parents qui ne sont pas agriculteurs. Donc, il n'y a ni transmission du métier, ni transmission de l'exploitation agricole au sein de la famille. Et puis, leur projet agricole est le fruit d'un choix, d'une prise de conscience, au sens où un jour, ils n'avaient pas envisagé d'être paysans auparavant. Donc, voilà, c'est le fruit d'un choix. C'est pas voilà, de fait, je deviens agriculteur, voilà, parce que mes parents étaient agriculteurs, donc c'est un peu une continuité. Ce qui ne veut pas dire que les agriculteurs dans le cadre familial, c'est pas le fruit d'un choix, mais en tout cas pour les NIMA, c'est tout le temps le fruit d'un choix. Ce qui va impliquer une transformation du mode de vie, et ce choix va répondre souvent à des finalités politiques et éthiques autour de l'installation agricole. Voilà, de façon plus ou moins forte. Après, bon. Ça, c'est la définition générale. Après, il y a plusieurs profils de porteurs de projets non issus du milieu agricole, dans le sens où il y en a qui sont quand même proches du milieu agricole, qui ont fait des études agricoles, qui travaillent dans le para-agricole, etc. Et puis d'autres vraiment qui sont éloignés à la fois du métier et aussi du monde agricole. Donc au niveau compétences techniques, qui sont très éloignés, mais aussi du milieu. Voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand même, globalement, il y en a très peu qui veulent s'installer en lait. Donc là, je vais vous présenter directement comment se fait le choix de production des porteurs de projets. Ça va répondre à plusieurs. Il va y avoir plusieurs dimensions dans le choix de production. Une première dimension, ça va être la dimension éthique et politique du choix de production. Donc pourquoi les porteurs de projets ils arrivent aussi à l'agriculture? C'est parce que ils ont, ça répond à des finalités éthiques et politiques, et notamment, plus en détail, ça va répondre à des souhaits d'amélioration de la société dans son ensemble. Donc, la motivation écologique est souvent quand même assez forte, et voilà, l'élevage globalement, c'est quand même perçu, en tout cas par ces personnes, comme une source potentielle de pollution. Ça va être aussi de proposer une alternative au modèle dominant. Et voilà, et malgré tout, même s'ils sont un peu éloignés du monde agricole, les porteurs de projets non issus du milieu agricole se rendent bien compte que l'élevage bovin-lait, c'est quand même la production majoritaire en Ille-et-Vilaine. Et donc, du coup, c'est pas vraiment une alternative de s'installer en lait en Ille-et-Vilaine. Une autre sous-dimension, ça va être le fait d'être indépendant des circuits industriels. Et notamment d'aller sur de la transformation et de la commercialisation. L'élevage bovin-lait, c'est vraiment le synonyme de la filière longue, et donc du coup c'est souvent dévalorisé aux yeux de ces porteurs de projets non issus du milieu agricole. Il y en a un d'ailleurs qui dit « sauf si vraiment je me mettais à faire du beurre, mais faire du lait pour du lait, non ». Et puis enfin, la dernière sous-dimension éthique et politique, ça va être d'incarner l'agriculture de demain. Et donc pour certains, pas pour tous, mais le lait de vache n'est pas forcément considéré comme un produit d'avenir. Alors ça, c'est les finalités éthiques et politiques. C'est très
Voilà, ça peut paraître choquant, mais c'est des représentations. Donc voilà, les personnes arrivent avec ces représentations-là. C'est des choses qui vont être très fortes en tout démarrage de projet, donc en phase d'émergence ou en tout cas au moment où le porteur de projet démarre son projet, mais qui vont évoluer quand même avec la confrontation avec voilà, le milieu agricole, en rencontrant des agriculteurs et tout ça. Donc c'est vraiment quand même quelque chose qui est très fort au démarrage du projet. Une autre dimension qui va rentrer en compte là dans le choix de production, ça va être la perception qu'ils ont du mode de vie qui est impliqué par le choix de production, mais et donc notamment par la production bovin-lait. Donc par rapport au volume horaire de travail, ce qui va guider leur choix, c'est de se dire oui, ils savent. Voilà, ils savent qu'ils vont beaucoup travailler, notamment les premières années, etc. Mais au moins, ils se disent qu'avec, voilà, en étant agriculteurs, ils vont être libres de leur propre organisation, de leur temps. Et l'image qu'ils ont des éleveurs laitiers, c'est quand même que c'est un métier où les personnes sont surmenées, etc. Notamment parce que ça domine dans le discours médiatique. Et donc, du coup, en cela, ça paraît incompatible avec eux, la perception qu'ils ont, voilà, de leur propre organisation sur leur temps, etc. Ensuite, une autre sous-dimension par rapport au mode de vie, ça va être l'organisation du travail. Donc, ils souhaitent pouvoir s'organiser comme ils veulent, c'est ce que je disais juste avant. Et l'astreinte en élevage, elle est perçue comme contradictoire avec ça. Voilà, ça va être alors l'astreinte aussi bien journalière de la traite et au fur et à mesure de l'année, parce que les bêtes, entre guillemets, ça ne s'arrête jamais. Là, je cite quelqu'un, hein, ça ne s'arrête jamais. Une vache, il faut être présent toute l'année. Voilà. Et puis, voilà. Après, ce qu'il faut souligner, c'est que quand même cette perception, elle évolue, notamment quand il y a rencontre d'éleveurs qui ont mis en place, par exemple, des systèmes de vélage groupé, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez fort d'avoir cette perception, voilà, de l'astreinte et de la monotonie entre guillemets sur toute l'année de l'élevage bovin-lait. La vie sociale, ils ont l'impression que voilà, ils vont être tout seuls sur leur ferme. Et donc là, c'est rigolo parce qu'on a la perception aussi qui évolue au fur et à mesure qu'ils se confrontent, et notamment des gens qui finalement se sont installés en lait. Et ils disent, c'est peut-être l'image que j'avais avant que je connaisse, donc le fait qu'on soit très isolé. Je voyais des fermes super isolées avec personne qui passe, comme on s'est gouré là-dessus. Donc c'est voilà, pour montrer que c'est quand même des représentations qui peuvent être contredites. Et puis le niveau de vie. Donc les porteurs de projets, ils savent bien qu'en allant vers l'agriculture, c'était des gens qui étaient salariés avant, ils vont sûrement perdre en niveau de vie, mais ils ont vraiment l'impression que l'élevage bovin-lait, et puis c'est l'image qui est quand même véhiculée dans les médias, ils vont pas gagner leur vie, quoi. Voilà, et donc ça, c'est des choses qui évoluent. Enfin, c'est pareil, quand ils se confrontent avec le métier, avec des agriculteurs en place qui ont des bons revenus, voilà, ils vont de surprise en surprise, quoi. La troisième dimension, ça va être tout ce qui est autour de l'accessibilité technico-économique du choix de production. Alors, d'une part, ça va être par rapport à l'acquisition de la ferme. Donc en fait, l'acquisition d'une ferme laitière, tout de suite, ça paraît des prix démesurés parce que, ils savent qu'ils vont investir, notamment en maraîchage. Ils se disent, oui, je vais investir un peu moins de 100 000 euros et tout ça. Mais tout de suite, l'investissement dans une ferme laitière, ça représente des montants qui leur paraissent même pas imaginables parce que ils ont des habitudes de salariés et voilà, ils sont pas dans des logiques d'investissement et de rentabilité par rapport à l'investissement. Donc tout de suite, 500 000 euros, ça leur paraît mais complètement inaccessible, ou même 300 000 euros. Voilà, c'est ce que dit un des porteurs de projet, des trucs à 500 000 ou même 300 000 euros, quand tu gagnes 500 balles par mois, tu ne l'envisages même pas. Donc voilà, donc on voit bien que là, il y a un souci à cet endroit-là, c'est que c'est les représentations et le fait qu'ils ne sont pas du tout dans ces mécanismes, voilà, investissement, rentabilité, et peut-être, ils ne se rendent pas forcément compte que peut-être l'activité de maraîchage est moins rentable que l'activité de bovin-lait. Voilà, les fermes laitières aussi, elles paraissent surdimensionnées par rapport à l'idée que se font les porteurs de projets d'une ferme à taille humaine. Donc ça, c'est aussi des représentations, hein. Et puis cette vision, elle peut évoluer, en fonction, toujours des rencontres, etc. Une autre donnée par rapport à l'acquisition de la ferme, c'est aussi par rapport à l'acquisition du foncier. Donc, ils entendent partout que ça va être compliqué de trouver du foncier. Donc, en fait, ils se disent que ça va être plus difficile de trouver une ferme. Enfin, ce sera plus facile de trouver une ferme en maraîchage pour 3-4 hectares que de trouver une ferme plus importante. Donc,
ça peut être une des raisons aussi pour lesquelles ils ne vont pas aller vers ce type de production. Et puis, dernière chose par rapport à la dimension sur l'accessibilité technico-économique, c'est que ça paraît quand même plus facile de continuer à apprendre et de continuer à apprendre en maraîchage ou en production végétale qu'en élevage. Il y a cette perception que peut-être ça va être plus facile de s'installer en maraîchage progressivement ou sur des productions végétales, de continuer à faire des erreurs, alors qu'il y a cette impression que peut-être avec des vaches, on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Il y a cette responsabilité de l'animal qui peut être assez lourde et les décourager d'aller vers l'élevage laitier. Voilà. Et puis au-delà de ça, mais je ne vais pas aller plus loin sur les dimensions, enfin dans le détail en tout cas, c'est aussi tout le regard de l'entourage du porteur de projet non issu du milieu agricole qui lui-même a ses propres représentations puisqu'ils sont aussi non issus du milieu agricole. Alors juste des éléments sur pourquoi on en est là. En fait, on a trouvé trois éléments principaux. C'est que d'une part, donc c'est ce que je disais tout de suite, les porteurs de projets non issus du milieu agricole, ils se confrontent pas aux bovins, aux animaux, dans le sens où ils peuvent avoir un jardin, faire pousser, enfin voilà, avoir 150 mètres carrés de potager, mais ils n'ont pas de vaches dans leur jardin. À la limite, quelques poules ou quelques moutons. Ensuite, ils n'ont pas ils différencient pas les différents systèmes de production, que ce soit en conventionnel, en agriculture durable, en agriculture bio, et ils n'ont pas de référence en fait. Pour eux, ils mettent tout l'élevage laitier dans un paquet, quoi, et sans se dire peut-être qu'il y a des systèmes qui correspondraient plus à leur finalité éthique et politique, à leur choix de vie, etc. Et puis dernière chose, c'est que en fait, ils n'ont pas non plus d'exemples de personnes non issues du milieu agricole qui se soient installées dans leur entourage, qui se soient installées en bovin lait. Donc ils n'ont pas d'exemple, contrairement par exemple aux maraîchers qui vont voir sur les marchés ou des choses comme ça. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cette étude, ça peut paraître un peu déprimant par rapport à la transmission de sa ferme laitière, mais justement, non, c'est que les choses peuvent évoluer et il y a tout un enjeu à accompagner et à rendre accessible la production bovin-lait, à ce que ça rentre voilà, dans le champ des possibles pour les porteurs de projets, parce qu'on voit bien dans le cadre de cette étude, on a bien vu la différence entre les gens qui étaient vraiment en tout démarrage de réflexion et ceux qui se sont confrontés au métier et au monde agricole, qui a une évolution au fur et à mesure qu'on se confronte à des éleveurs, qu'on en rencontre et tout ça. Donc, il y a une évolution de la perception que les gens ont de l'élevage laitier. Et donc, voilà, en tout cas, pour des accompagnateurs, le boulot, c'est de permettre cette confrontation et cette rencontre des porteurs de projets non issus du milieu agricole avec l'élevage bovin-lait, quoi. Voilà. Merci Juliette. Je rajouterais que nos métiers, c'est aussi peut-être de casser certaines idées reçues. Tu en as cité un certain nombre qui remontent effectivement de l'état des lieux que vous avez fait, mais effectivement, cette vision à la fois de l'astreinte, de l'élevage, de la technicité ou de l'organisation du travail, c'est vraiment des choses c'est des clichés qu'on peut vraiment casser aujourd'hui en témoignant notamment sur des gens qui ont passé le cap et pour qui ça se passe très bien. Donc ça fait partie aussi de nos métiers, puis aussi de ce qu'on a essayé de communiquer aussi au cours de cette semaine. Je vais laisser la parole à Cyril, qui va réagir à peut-être, lui, de par son expérience, de par son installation. Voilà. Est-ce que tu te reconnais dans cette étude ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Je te laisse la parole, Cyril, et te présenter. Donc bonjour à tout le monde. Donc oui, je me reconnais un peu dans cette étude. Donc moi, je suis Anima, donc je suis non issu du milieu agricole. Mes parents n'étaient pas du tout dans le milieu agricole. Papa travaille dans l'agroalimentaire et maman dans le milieu hospitalier. Après, les liens les plus proches étaient avec mes grands-parents, qui étaient donc des deux côtés, qui étaient agriculteurs, sauf que moi je les ai jamais connus en activité. Donc ça, c'est pas eux, on va dire, qui m'ont transmis la fibre. Donc après, j'ai toujours aimé un peu le monde agricole, mais plus sur la partie, on va dire, matérielle, conduite de tracteur. Donc j'ai fait mes études, moi, dans cette branche-là. J'étais jusqu'en BTS pour la conduite, entretien, et donc même en BTS plus sur la partie conception-vente de matériel agricole. Et pendant le BTS, on a eu un module de zootechnie qui était aussi dans le parcours
Donc on a étudié le monde agricole, l'élevage, mais en vraiment très très light. Donc là, c'était que du bovin lait qu'on voyait. Et c'est pendant ces cours-là que je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Enfin, il faudrait que je creuse un peu l'idée là-dessus. Et dans le cursus scolaire, on avait un stage aussi à faire, donc hors région, donc dans le coup hors Bretagne pour moi. Et j'ai réalisé mon stage dans le coup pour confronter un peu l'idée de l'élevage en Suisse, donc en agriculture de haute montagne entre guillemets, et en zone de fromage AOP, donc avec des spécificités un peu différentes de chez nous. Et ça m'a conforté un peu dans l'idée que l'élevage ça pouvait être un milieu intéressant. Donc sorti de mon BTS pour continuer à vérifier un peu l'idée. J'ai travaillé 1 an et demi en service de remplacement, donc là pour être vraiment au cœur du métier et vraiment découvrir de l'intérieur l'élevage en général, parce que j'allais un peu dans tout type d'exploitation et tout type de production. Donc ça m'a plu. Ensuite, après plus pour des raisons personnelles, j'ai pris un travail en CDI dans un élevage de porc. Donc aussi là, ça m'a permis de découvrir un peu l'élevage de porc et les atouts et contraintes de ce métier-là. Et dans le coup, suite à l'élevage de porc, ça m'a quand même conforté que l'élevage bovin me plaisait. Du coup, mes démarches pour m'installer. Donc dans le coup, j'ai trouvé alors au début, du fait que j'avais pas de parents agriculteurs, donc la zone n'était pas forcément très grande parce que pas de connaissances à proprement dit d'agriculteurs qui pouvaient potentiellement partir en retraite. Donc j'en connaissais un petit peu suite à mon parcours professionnel, mais pas non plus énormément. Donc je me suis inscrit au répertoire départ installation pour dans le coup élargir le rayon de et suite à l'installation, à l'inscription, donc j'ai visité trois exploitations. Donc il y en a 2 où j'ai pas été retenu. Donc c'est un autre jeune qui a été retenu sur les deux premières visites. Et la 3e, dans le coup, a été la bonne, où ça a matché, on va dire, avec les cédants. Sur l'exploitation, donc il y avait du bovin lait et du bovin allaitant. Dans le coup, moi, le bovin allaitant, ça ne m'attirait pas forcément. De plus, moi, j'étais tout seul, donc je pouvais pas gérer les 2 productions. Les cédants, eux, ils étaient 2. Donc j'ai préféré me consacrer uniquement au lait. Et donc dans le coup, je me suis installé sur l'exploitation laitière avec un volume de production de 425 000 litres de lait et une centaine d'hectares avec un parcellaire très groupé parce que j'ai 80-85% des terres qui sont bâtiments. Donc voilà ce que je peux dire. Je peux rajouter sur ce que disait Juliette, c'est qu'est-ce qui t'a attiré dans la filière bovin-lait en particulier? Ah oui, si, donc pourquoi le bovin-lait? C'était du fait que je suis dans le bassin Fougeray, donc l'un des gros bassins de production de lait d'Ille-et-Vilaine. Donc déjà, j'en voyais un peu partout. Ensuite, donc déjà l'élevage de porc, ça m'intéressait pas dû à la technicité. C'est vrai que c'est un élevage quand même beaucoup plus technique, qui me paraissait beaucoup plus technique que le bovin lait. Je pense que avant que je m'installe, je me disais que le bovin lait était peut-être un peu moins rigoureux, un peu moins technique que le porc. Et de plus, je me disais si je m'installe en lait, du fait d'être dans un grand bassin de producteurs laitiers, je pouvais aller voir, à moins de 2 km à la ronde, j'avais 4 ou 5 voisins qui font du lait également. Et si jamais j'avais un problème, un souci, je pouvais aller, je prenais la voiture, je faisais 3 km et puis j'avais forcément au moins la réponse à ma question ou pouvoir trouver un coup de main à venir, un gars à venir m'aider sur l'exploitation. Donc je pense que là c'était une facilité pour pouvoir dans le coup acquérir de la technicité et de la pratique sans forcément prendre trop de risques du fait d'avoir un entourage d'éleveurs laitiers pas très loin.
Donc c'est ça qui m'a un peu plu. Après ensuite sur l'astreinte, c'est vrai que je pense que ça rebute énormément de personnes le fait de la traite c'est matin et soir et 7 jours sur 7. Après je dis pas les premières années quand on s'installe, faut le temps de se mettre l'outil en main, de l'améliorer, donc ça se fait pas du jour au lendemain. Mais là maintenant je considère, enfin mon astreinte elle est pas, c'est pas compliqué. Même au niveau de ma vie de famille, mon épouse elle travaille au milieu hospitalier, donc ses horaires sont soit le matin, soit le soir. Donc le matin, j'ai les enfants, enfin c'est moi qui emmène les enfants à l'école, et lorsque j'emmène mes enfants à l'école, ma traite est faite. Donc c'est une organisation qu'il faut se faire. Et même lorsque les enfants sont pas à l'école, ils sont en vacances, à 8h, ouais, on va dire 9h, 9h30 au plus tard, je suis à déjeuner avec eux à la maison. Et toute mon astreinte est finie. Donc c'est de l'organisation qu'il faut faire. Je préfère plutôt me lever de bonne heure le matin. De toute façon, que je me lève à 6h ou que je me lève à 7h, enfin, les enfants dorment. Donc je préfère me lever plutôt à 6h, faire mon astreinte. Et quand mon astreinte, c'est du temps à la rigueur avec les enfants, ou les garder, ou choses comme ça, si le besoin est. Ouais. Donc ça, puis c'est l'avantage, je pense, en Beauvalais qu'on peut avoir. Il y a des routines, mais on peut s'arranger ou améliorer la façon de faire pour pouvoir concilier vie professionnelle et vie privée aussi. Peut-être voilà. une question, Cyril. Est-ce que le fait d'être un IMA, comme l'a défini Juliette, est-ce que tu as vécu ça un peu comme un handicap, ou est-ce que c'était plus difficile? Est-ce que tu as senti des difficultés par rapport à cette étiquette entre guillemets? Pas forcément. Peut-être si à la rigueur sur la première exploitation que j'ai été visiter, les cédants, dans le coup du fait d'avoir ma faible expérience, on va dire, en élevage laitier. Ouais, je pense qu'à ils me l'ont pas dit ouvertement, mais à leur visage, j'ai bien compris que ça allait être compliqué. Alors, est-ce que c'est manque de confiance ou peur de laisser leur exploitation à un jeune qui pense qu'il n'y connaît rien? Je pense qu'il y a peut-être sur celle-là. Après, sur les deux autres, je pense pas forcément. Sur la dernière, non, parce que je me suis installé, mais après, non, parce qu'après, je me suis entouré niveau bancaire, niveau centre de gestion, je me suis fait accompagner. À la moindre question que j'avais, j'hésitais pas d'appeler le banquier ou le comptable pour poser ma question. Après, j'aurais peut-être posé des questions bêtes à certains moments, c'est peut-être vrai, mais je préférais plutôt poser une question, on va dire une question bête que pas avoir de réponse et puis de se lancer dans le mur. Après, on m'a toujours dit qu'il n'y a pas de questions bêtes. Fin dans 10 minutes. Donc voilà, non, je pense pas avoir eu trop de difficultés. Après, j'ai peut-être eu l'avantage aussi que j'ai pas eu forcément besoin d'avoir un accès au foncier à mon installation. Il y avait déjà le foncier dans la reprise. Donc là, c'est peut-être une difficulté que j'ai pas connue là-dessus. Mais autrement, non, au niveau des laiteries, de la laiterie, c'est vrai, je me suis fait accompagner. J'ai eu un entretien avec le technicien, donc c'était le technicien, moi et les cédants, pour qu'on mette tout au clair et pour faire la transition facilement. Donc tout s'est pas trop mal passé. C'est vrai qu'il faut pas avoir peur, je pense, de demander des conseils à tous les gens dans le coup qui gravitent autour du monde agricole, qui sont là, ils sont là aussi pour nous aider et pour nous apporter des conseils sur l'installation et même la transmission. Tu as fait un stage de parrainage, toi? Oui, donc ça c'était une volonté des deux côtés, moi et les cédants. Donc après, pas sans appréhension, parce qu'on se posait un peu la question comment les entendre, parce qu'on confronte quand même deux générations, pas forcément les mêmes ambitions. Un qui arrive sur l'exploitation pour faire sa carrière et une autre qui part de l'exploitation, mais pour faire, on va dire, une autre carrière de retraité. Donc il a duré 4 mois. Et au final, à la fin des 4 mois, on a eu presque un regret qu'il soit que de 4 mois. On aurait bien voulu le faire sur 1 an, parce que la durée maximum, c'est 1 an. Et pour voir, en fait,
une année complète sur l'exploitation, pour voir le fonctionnement d'une année complète, quoi, de faire les périodes d'hivernage, le printemps, l'été et l'automne. Mais bon, autrement, non, ça s'est super bien passé. Et ça, c'est une chose que j'encourage à faire avec les cédants et les porteurs de projets. Ça permet de s'approprier un peu l'exploitation alors que les cédants sont. Comme ça, ça évite aussi des erreurs et des bêtises lors de son installation quand on se retrouve tout seul, quoi. Merci Cyril. Peut-être une dernière question. Et si tu avais un message à passer aux cédants, aux futurs cédants et aux porteurs de projets qui nous écoutent aujourd'hui sur cette question effectivement du préjugé sur les fermes laitières et l'installation en ferme laitière? Ce que je peux dire, il y a toujours eu des transmissions et des installations, il y en aura toujours, moi j'espère. Faut pas avoir peur d'accueillir justement des jeunes, des porteurs de projets sur leur exploitation, sur son exploitation, de faire découvrir de l'intérieur, parce que souvent la mauvaise image, on voit souvent une mauvaise image de l'extérieur de l'exploitation. Une fois qu'on est dedans, on voit que en fait, c'est tout l'inverse de ce qu'on pensait. Comme Juliette l'a dit tout à l'heure sur les préjugés de certains NIMA, pour accueillir, faut pas avoir peur aussi du changement de production, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même différentes productions. Donc, là, on parle de la transmission en bovin-lait, mais est-ce que la ferme fera du bovin-lait demain? C'est pas forcément sûr. On voit qu'il y a quand même de plus en plus de diversification en production, de production diversifiée, pardon. Et pour pas non plus avoir des idées reçues, parce que les NIMA ont peut-être des idées reçues sur les élevages bovins, mais les cédants aussi ont des idées reçues sur les NIMA. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, et c'est pas, on se fait pas une idée reçue sur juste un rendez-vous d'1 heure ou 2 heures avec le porteur de projet. Donc, merci Cyril. Faut accueillir. Il y a un gros travail à faire sur casser ces idées reçues, se rencontrer, s'écouter, écrire un projet ensemble. Je vous rappelle que, comme je le disais tout à l'heure, que 3/4 des installations, et notamment lait, se font en société. Donc l'intérêt aussi parfois d'être en collectif, ce qui peut lever peut-être des peurs par rapport à la technicité ou par rapport à l'astreinte sur l'organisation du travail, pouvoir avoir des vacances, pouvoir avoir des week-ends en s'organisant, c'est possible aussi quand on travaille à plusieurs. Donc voilà, il y a tout un tas de pistes sur lesquelles on travaille. Et par rapport à des idées reçues aussi qu'a cité Juliette tout à l'heure, je ne vais pas trouver de ferme en lait, c'est difficile d'accéder au foncier. Sachez qu'aujourd'hui, notamment au répertoire des parts installations, il y a 450 fermes à reprendre. Je pense que dans plus de la moitié d'entre elles, il y a des ateliers en lait ou en élevage globalement. Donc oui, il y a des fermes à reprendre aujourd'hui. Donc c'est possible. Il y a aussi des outils d'accès au foncier, des outils de financement. Donc voilà, il y a aussi des solutions de portage foncier, etc. Il y a des solutions aussi pour arriver à lever un petit peu ces freins qui ont été cités. Je vais prendre juste une ou deux dernières questions. Donc Juliette et Cyril, à vous de voir. Donc j'ai une question notamment, tu l'as abordé Cyril, est-ce que c'est possible de changer de production justement? Quelqu'un qui arriverait sur une ferme en lait et qui a envie d'aller vers peut-être une production en vache allaitante, est-ce que c'est possible? Donc je sais pas, peut-être... Oui, après moi je pense que tout est possible. Moi je l'ai vu, j'ai eu des voisins à côté de chez moi qui ont fait ça. Le père, ça faisait 20 ans qu'il était en élevage bovin-lait et son fils est revenu sur l'exploitation, mais dans le coup, le bovin-lait, je sais pas, l'intéressait peut-être pas. Et dans le coup, ils ont retransformé toute l'exploitation et maintenant, ils font de l'élevage caprin en lait aussi. Mais dans le coup, c'est des chèvres à la place des vaches, donc ils ont quand même tout transformé, remodifié la stabulation. Donc oui, après, c'est des transformations qui sont possibles. L'avantage qu'on a en bovin-lait, c'est que on a une coque, donc on a un bâtiment, on a la coque, mais après l'intérieur reste modulable. C'est que du tubulaire ou des choses comme ça, donc c'est des choses qui sont démontables, qui peuvent être démontables ou transformables. Donc c'est vrai qu'on peut faire un peu ce qu'on veut dans un bâtiment agricole en bovin-lait. Donc c'est vrai que
Je prends le relais. Juste pour élargir, c'est le troisième axe de travail du projet, c'est en effet de se dire comment on peut faciliter aussi les transmissions de ferme avec changement de production. Et en effet, c'est des choses qu'on voit de plus en plus et on s'appuie sur ces expériences-là pour relayer le message que c'est possible, avec des exemples donc en effet de changement d'élevage, de type d'élevage, passage comme tu as dit de vaches laitières à chèvres laitières. C'est des choses qui se voient. Et puis même des exemples de fermes fermes laitières assez importantes, 80 hectares, et qui arrêtent complètement le lait et passent en grande culture céréalière, alimentation humaine, production d'huile, etc., porc et poules pondeuses. Donc voilà, donc il y a vraiment tout. Il y a quand même quelques exemples qui existent. On pourra mettre en ligne, peut-être si c'est pas déjà fait, ou je sais pas, par l'intermédiaire de la semaine de la transmission, une étude qui a été réalisée par le réseau Impact au niveau national sur des exemples de reprise de ferme avec changement de production. Et juste pour finir, ce qui peut-être vrai qu'un frein, ça peut être aussi la perception du cédant de se dire ma ferme va être reprise autrement, est-ce que ça me plaît pas. Et on a des exemples de cédants qui s'intéressent au projet du repreneur dans une autre production en allant eux-mêmes faire des visites de ferme pour se dire oui tiens ça pourrait aller parce que ça va le faire avec ma ferme. Quelqu'un qui était allé visiter plusieurs élevages de chèvres pour se dire oui peut-être ça pourrait le faire sur ma ferme en fait qui est en bovin-lait mais qui pourrait très bien accueillir des chèvres. Voilà. Pour rassurer aussi les cédants, j'ai envie de dire, on a quelques données installation. Je vous les citais tout à l'heure et elles sont disponibles dans le cadre de la semaine d'installation-transmission. Aujourd'hui, un jeune ou moins jeune, bien accompagné, qui travaille sur sa montée en compétences, qui fait des stages ou qui fait un stage de parrainage aussi, qui réunit les conditions de réussite et qui se fait vraiment accompagner par ses partenaires, notamment dans le dispositif aidé, c'est 96% de taux de réussite à 5 ans. Donc, le risque ou la peur de quelqu'un qu'on ne connaît pas, s'il est bien accompagné, c'est aussi le témoignage de Cyril. S'il a la tête sur les épaules et qui se donne les moyens de se former et d'aller chercher de l'information et de la compétence, c'est tout à fait possible et ce sont des belles réussites. Il y a une autre question qui va peut-être un peu dans ce sens-là, c'est combien de temps il faut y réfléchir, combien de temps en amont faut-il y réfléchir, notamment donc je pense aux questions qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire l'amélioration de la transmissibilité et peut-être un changement de production, peut-être se donner le temps de trouver les bonnes personnes. C'est vrai que nous, dans le cadre de cette semaine, on a communiqué beaucoup sur 10 ans avant. Alors ça peut paraître beaucoup, mais si jamais j'intègre la réflexion sur les derniers investissements, sur se donner le temps de la réflexion, de la stratégie et de trouver un porteur de projet, si je n'ai pas de repreneur connu, ça peut passer assez vite. Donc quand on dit 10 ans, c'est en tout cas de réfléchir à 10 ans et puis de s'y coller de façon pratico-pratique au moins 5 ans. Donc je ne sais pas si Cyril ou si Juliette, vous voulez compléter sur cette question de l'anticipation. Oui, du coup, c'est vrai concrètement, notamment par rapport aux derniers investissements, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire 10 ans avant. Après, par rapport à la question de la transmissibilité, c'est aussi un peu quelque chose qui dure toute la carrière, dans le sens où, en fait, plus on est en contact avec des porteurs de projets, plus on sent que ça va avoir une influence aussi positive sur le fait de se dire ma ferme peut être reprise. Donc, ça va être d'accueillir des stagiaires, d'accueillir des gens sur sa ferme, d'être toujours en contact aussi avec des repreneurs, de se poser la question aussi de la capitalisation de sa ferme, etc. Donc, c'est des choses, si on voulait, on peut y réfléchir dès l'installation, en fait, au fait que sa ferme soit transmissible ou pas. Et voilà. Après, concrètement, pour vraiment se jeter dans la réflexion de transmission, c'est vrai que 10 ans avant, 5 ans avant la retraite, c'est bien. Et alors, je vais prendre une dernière question parce que l'heure avance. Donc, j'ai d'autres questions, mais on va répondre individuellement, il n'y a pas de souci. Y a-t-il eu un effet Covid sur les motivations des NIMA ? Alors là, je peux peut-être répondre et puis je vous laisse la parole rapidement et puis on va clôturer ensuite, puisqu'on gère aussi le point accueil-installation avec 2000 porteurs de projets qui nous appellent chaque année. Effectivement, il y a eu un effet Covid. On a eu des appels, un peu plus d'appels que d'habitude, avec des gens qui se sont sentis effectivement avec ce Covid, une envie, une vocation de s'installer. Donc on verra ce que ça donne, effectivement. On a des gens parfois qui sont un peu loin de la réalité, mais faire des stages, se confronter à la réalité, c'est aussi leur souhait. Donc oui, il y a eu un petit effet Covid, on verra effectivement, on espère que ça va se traduire en installation réussie. Donc pareil, Juliette et Cyril, et puis on clôture derrière.
Par rapport à l'effet Covid ressenti. Ouais, même constat, nous on accueille voilà, beaucoup de porteurs de projets pour qui voilà, le Covid ça a fait un peu effet levier, quoi, déclencheur. Bon, je vous remercie Cyril et Juliette. Donc cette conférence sera en replay et on vous la communiquera la semaine prochaine pour ceux qui souhaitent la voir ou en discuter. On reste à votre disposition suite à la semaine de l'installation-transmission. Et puis, je vous remercie beaucoup pour votre participation, espérant qu'elle a répondu à vos attentes et on reste à votre disposition pour la continuité de vos projets d'installation-transmission.